Avez-vous l'impression, monsieur Pfad, que Donald Trump se laisse en quelque sorte mener par le bout du nez par Vladimir Poutine en Ukraine? Souhaitez-vous aussi plus de fermeté et d'efficacité? Je pense qu'il voit de manière réaliste ce qui se passe là-bas. Trump a commencé à parler avec les Russes après son entrée en fonction. Cela fait 3 ans que je le demande. Aucun Européen n'en était capable, ni ne le voulait. À part Viktor Orban, peut-être, qui lui a été vraiment critiqué pour cela. Je trouve donc cela dramatiquement mauvais. Et je remercie l'administration américaine d'avoir enfin commencé à parler et à négocier avec les Russes. Maintenant, beaucoup disent, eh bien, tu vois bien ce que ça donne, il n'en sort rien du tout. Ce n'est pas vrai. Ils ont la communication qui existe entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Les services de renseignement sont également en contact étroit, les états-majors militaires aussi. Et nous avions autrefois en Allemagne des relations étroites avec la Russie. Elles n'ont jamais été sans critique, mais nous avions une tradition issue de la chancellerie, c'était comme ça sous Merkel, c'était comme ça sous Kohl, c'était comme ça sous Schröder, d'avoir un lien particulier avec Moscou. Et cela nous a aussi donné au sein de l'OTAN, même si personne n'en parlait ouvertement, une certaine force, parce que nous avions cette relation particulière. Nous sommes maintenant très fiers de ne plus avoir cela, d'être comme tout le monde. C'est mauvais, c'est indiplomatique et c'est aussi complètement contraire à nos intérêts et nous devons revitaliser cela. Et j'espère simplement que les Européens et nous, les Allemands, que nous allons maintenant réfléchir, car je pense que Donald Trump va de nouveau aborder la question de la Russie et de la guerre en Ukraine, et qu'il va aussi essayer de sortir de cette logique militaire. On verra si ça marche, mais il faut y contribuer. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous devons faire plus pour notre dissuasion militaire au sein de l'OTAN. C'est pourquoi je salue également le renforcement de nos capacités, comme cela a été décidé maintenant à La Haye lors du sommet de l'OTAN. Mais nous devons en même temps rétablir une relation, même si elle reste critique, avec la Russie. C'est inévitable, surtout du point de vue allemand. C'est une erreur fondamentale si du point de vue allemand, nous ne le voulons pas comme c'est le cas actuellement. Et j'espère aussi que notre gouvernement changera simplement et qu'il agira de manière plus raisonnable avec ce partenaire difficile qu'est la Russie. Concernant le prochain sommet de l'OTAN, pensez-vous que Donald Trump en sortira comme le grand vainqueur? Eh bien, il l'est déjà. C'est assez évident qu'il est célébré là-bas comme un grand héros, et les États européens, que le vice-président des États-Unis, Vance, avait qualifié de pays clients il y a 6 mois, donc une sorte de vassaux, l'acclament, lui réserve un accueil formidable, et sont ravis qu'il participe même à l'événement. Et oui, ça me dérange un peu, cette soumission des Européens et surtout des Allemands. Mais ça me dérange, mais au fond, cela reflète les véritables rapports de force. Ce sont les Américains qui façonnent la politique internationale de sécurité extérieure et non les Européens, et encore moins les Allemands. Mais nous devons retrouver ce rôle. Nous avons eu des chanceliers par le passé qui l'ont fait. Je pense à Helmut Schmidt et au débat sur le réarmement, qui était difficile. Je pense aussi à Helmut Kohl. C'était très difficile aussi d'arriver à un accord avec les Américains, où l'on puisse dire, du point de vue allemand et européen, que cela convient aussi. Et nous avons eu des chanceliers qui n'ont pas simplement claqué des talons en disant oui, Washington, nous allons faire comme ça. Cela me dérange aussi que nous ne montrions pas assez de force dans ce domaine. Et oui, j'espère simplement que cela changera à l'avenir, parce que l'Europe est aussi très fortement sollicitée. Cet article 5, l'engagement de l'OTAN, je veux dire le parapluie nucléaire des Américains pour les Européens, tout cela est devenu fragile. Et l'Europe doit emprunter de nouvelles voies, y compris l'Allemagne. Nous devons, prenez l'exemple des missiles à portée intermédiaire que nous allons déployer l'année prochaine, des systèmes américains en Allemagne dont nous ne savons pas quand, comment et où ils seront éventuellement utilisés, cela n'est plus possible. Pour moi, cela fait aussi partie du changement d'époque, de dire que si nous déployons des missiles en Allemagne, alors il faut que ce soit des systèmes allemands et européens. Et nous avons une excellente industrie de l'armement et je dois aussi l'utiliser à cette fin. Et si nous avons ces missiles, alors nous devons en avoir le contrôle. Cela fait aussi partie du changement d'époque que nous arrêtions de déléguer la sécurité de notre pays et aussi de l'Europe simplement de façon transatlantique.
C'est devenu impossible, nous devons donc repenser cela. Je trouve vos idées formidables. Et ce qui m'a un peu dérangé ces derniers jours et semaines, c'était le manifeste pour la paix de l'aile gauche du Parti social-démocrate d'Allemagne qui a été complètement démoli politiquement et médiatiquement. Pourtant, il contenait vraiment des approches très très bonnes et pacifiques. Pourquoi l'Allemagne est-elle devenue aussi belliciste et comment pouvons-nous sortir de cette situation? Car cela nous mène droit dans le mur à grande vitesse. Il semble que, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup aient oublié la véritable signification de la guerre. Il faut donc être très vigilant. Donc cette légèreté avec laquelle on a traité et on traite la guerre ici en Allemagne, aussi bien par des politiciens que par des gens, des journalistes, des acteurs culturels, cette disposition au fond à dire oui, pourquoi pas. S'il y a la guerre, alors nous suivrons le plan d'opération pour l'Allemagne et ferons notre devoir. Beaucoup ne saisissent pas ce que cela implique pour notre nation. Parce que cette guerre ne se déroulera pas comme nous l'imaginons chaque jour en étant assis devant la télévision. Il y a des avions de chasse qui larguent des bombes, puis ils se battent là-bas, quelque part, et nous sommes en sécurité. Non, nous serons alors dans une grande insécurité, et c'est pourquoi il ne faut pas que cela arrive. C'est pour cela que ce manifeste du Parti social-démocrate d'Allemagne est justifié, même s'il est critiqué. Il faut vraiment réfléchir si l'on est sur la bonne voie. Cela n'a rien à voir avec le pacifisme, la volonté de paix ou une approche irréaliste. Mais nous devons réussir à combiner la force militaire et la raison politique, comme nous l'avons fait par le passé, même pendant la guerre froide. Et cette rhétorique selon laquelle il ne faut pas parler avec Poutine, qu'on ne doit pas parler, qu'on ne peut pas parler, ainsi que cette criminalisation et cette diabolisation de la Russie, c'est tout simplement fatal, une erreur fatale. Cela ne veut pas dire qu'on ne condamne pas ce qu'ils font en Ukraine, mais comprendre, pour moi, cela ne veut pas dire approuver ou accepter, mais simplement comprendre l'autre partie. Sinon, on n'arrive pas à un mode de fonctionnement raisonnable. Cela vaut aussi pour le Moyen-Orient. Diaboliser les mollahs ne nous fait pas avancer politiquement. Nous devons interagir avec eux et parvenir à un règlement. Je trouve aussi très intéressant que les hommes politiques allemands et les journalistes allemands parlent toujours d'un cessez-le-feu aussi rapide que possible entre Israël et l'Iran, d'une solution politique au conflit. Et en ce qui concerne la Russie, ils sont vraiment intransigeants. Je vois simplement cette contradiction et nous devons la résoudre. Vous avez écrit la préface du livre Au diable la guerre de Smedley Butler. Qu'est-ce que les politiciens, journalistes et militaires d'aujourd'hui peuvent apprendre de sa clarté? Oui, Smedley Butler, j'ai publié ce petit livre et j'ai aussi écrit une préface parce que Smedley Butler m'est très sympathique dans ses principes. Il n'est pas issu du mouvement pacifiste, mais il était un général actif dans le corps des Marines des États-Unis et il a reçu 2 hautes distinctions pour sa bravoure et il a ensuite écrit à la fin de sa vie ce petit livre intitulé Au diable la guerre. Donc la guerre est un dossier. Et je l'ai traduit en allemand et j'ai écrit une préface pour que l'on comprenne bien ce que la guerre signifie au fond. A toujours été, et ce qui est toujours la signification de la guerre, je corrige encore une fois, pour que l'on voie clairement ce que la guerre a toujours été, est et sera, à savoir une affaire très brutale et sanglante, où il en est toujours ainsi. Ceux qui poussent à la guerre ne sont pas ceux que l'on voit au front, dans la zone de boue, dans la zone de mort des guerres. C'est aussi le cas de nos politiciens. J'ai souvent pensé aux paroles de Smedley Butler lorsque je voyais ici des politiciens tenir un discours guerrier virulent, alors qu'ils n'ont jamais vu une caserne de l'intérieur, n'ont jamais tenu une arme en main, n'ont jamais vécu la guerre eux-mêmes. Et Smedley Butler a rappelé que ce sont les soldats, les simples soldats, qui finissent par payer le prix de la guerre, comme l'ont déjà décrit Ernst Jünger, Erich Maria et Marx, et que ceux qui mènent les guerres ne sont pas ceux qui les combattent sur le terrain. Et je trouve que c'est très méritoire qu'il ait fait cela, et cela s'inscrit aussi dans le débat actuel. Il ne faut pas traiter le sujet de la guerre à la légère, mais l'aborder de manière rationnelle autant que possible. Pour l'Allemagne, l'essentiel est d'empêcher la guerre. C'est également ancré dans notre loi fondamentale. C'est le principe de paix de la loi fondamentale.
Nos forces armées urbaines ont aussi une mission de défense. L'Allemagne ne se défend ni dans l'Hindu Kuch, ni au Mali, ni sur le Dniepr, ni dans l'Indo-Pacifique. La base de légitimation de nos forces armées est la défense de notre pays dans le cadre de la défense nationale et collective de l'OTAN. Et c'est là que nous devons revenir. Et l'OTAN, y compris à La Haye, ne doit pas devenir un relais pour des interventions militaires mondiales des États-Unis. C'est impossible. Ce n'est pas ce qui était convenu. Et ce sera la tâche de faire évoluer cela de manière réaliste du point de vue européen. Et c'est aussi important pour l'Allemagne. Et le livre de Smedley Butler est une petite contribution pour qu'on s'en souvienne. Il ne fait que 48 pages. Il se lit rapidement, mais il va droit au cœur sur ce que signifie vraiment la guerre. Il faut en prendre conscience avant de partir à la guerre. J'aime la clarté de vos propos. Nous mettrons le lien en bas, c'est certain. Vous savez, mon principe de vie, monsieur Pfad, c'est toujours que l'avenir sera positif, l'avenir sera radieux, mais seuls les paranoïaques survivront. C'est un peu mon principe parce que les réponses qu'on nous sert là dehors, les récits qu'on nous présente finalement, ça n'a absolument aucun sens du tout. Et donc je trouve vraiment la clarté de vos propos très très exemplaire. J'ai encore 2 questions de la communauté ici. Vous êtes papa de 2 enfants. Comment peut-on imaginer le général Pfad en tant que père? Je dois vous corriger. J'ai été plus assidu et je suis père de 3 enfants. Je ne sais pas. Il faudrait demander à mes enfants. Mienji, j'ai une très bonne relation avec mes 3 enfants, 2 filles et un fils, ce qui me rend très heureux. Et cela m'a aussi rendu fort dans tout ce débat sur l'Ukraine, parce que ma famille m'a toujours soutenu, y compris ma femme. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Peut-être qu'on supporterait moins bien tout cela si on était seul. Et oui, je me vois vraiment dans le rôle de père. Je me suis toujours vu ainsi, même en tant que général, même en tant que militaire. Mais ils savent que papa peut être différent, donc non à ce genre de choses. Que conseilleriez-vous à votre moi de 18 ans aujourd'hui dans ce monde à cette époque? Vous savez, monsieur Azaoui, le monde a toujours été fou. Alors vous savez, si vous retracez l'histoire de l'OTAN, nous avons maintenant le sommet de l'OTAN à La Haye. On sent, tout au long de l'histoire de l'OTAN, nous avons été au bord des guerres, depuis le blocus de Berlin, avant même la création de l'Alliance. Et puis surtout la guerre de Corée, qui avait le potentiel de devenir une guerre mondiale. L'insurrection hongroise de 1956 a atteint un niveau d'escalade très élevé. Le président américain de l'époque, Eisenhower, ancien général de la Seconde Guerre mondiale, a refusé de déclencher une troisième guerre mondiale pour la Hongrie. Il n'a pas livré d'armes, et nous avons eu la crise de Cuba en 1962, tout près d'une guerre mondiale. Ensuite, l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie, avec près de 500 000 hommes. Donc un ordre de grandeur bien supérieur à ce que les Russes font actuellement en Ukraine. Là aussi, l'OTAN n'est pas intervenue et n'a pas dit « nous allons maintenant libérer la Tchéquie et la Slovaquie ». Non, on a été raisonnable. On a renforcé l'armement, on a donné l'alerte, on s'est mobilisé, mais on a essayé de résoudre la chose politiquement. Donc nous avons toujours été, le monde a toujours été un peu fou. C'est une petite consolation en soi, et cela ne changera pas non plus. Et là, il faut surtout beaucoup de sagesse politique en tant qu'homme politique. Donc pas de rhétorique guerrière, mais plutôt une approche raisonnable des choses. Bon, c'est très important, surtout du point de vue allemand, parce que en cas de besoin, comme je l'ai décrit dans mon livre Ernstfall für Deutschland, en cas de guerre européenne, nous serions en plein milieu. Et cela ne peut pas être une option. Et je dois aussi dire, j'ai prêté serment à 18 ans de servir courageusement mon pays, de le défendre avec bravoure. Et c'est aussi pour moi une ligne rouge aujourd'hui, et je ne participe pas à cela lorsque des politiciens mettent imprudemment en jeu tout ce que nous avons construit après 45 ans. Et ce n'est pas correct. Et cela me motive aussi à m'engager sur cette question. Pensez-vous vraiment, monsieur Pfad, qu'il pourrait y avoir une guerre en Allemagne, sous quelque forme que ce soit, dans les 15 prochaines années si cette spirale d'escalade continue? Oui, nous sommes proches de la guerre, c'est vrai. Et cela m'inquiète quand j'entends avec quelle légèreté nous traitons ce sujet, surtout en ce qui concerne l'Ukraine et le fait que nous ne soyons pas prêts.
Les livraisons d'armes et le soutien à l'Ukraine ne me dérangent pas, tout est en ordre. Le pays a été attaqué en violation du droit international. Notre aide dans ce contexte est légitime. Mais le fait que, jusqu'à aujourd'hui, nous ne soyons pas prêts, du point de vue européen, à trouver une solution politique, que nous n'étions pas prêts et que nous ne sommes toujours pas prêts à réfléchir à une stratégie pour mettre fin à cette guerre et déterminer les prochaines étapes. Que nous avons fixé des objectifs irréalistes avec la reconquête de la Crimée et du Donbass. Que nous avons adopté une rhétorique selon laquelle nous voulions pousser la guerre profondément en Russie, détruire des ministères russes. Avec Taurus, tout cela nous importait peut-être peu, mais c'est totalement impossible. Il faut aborder cela différemment. Et si nous ne le faisons pas, nous finirons dans une guerre. Mais je suis un peu rassuré. Il se peut que beaucoup d'hommes politiques allemands veuillent la guerre ou l'acceptent, mais ils ne peuvent pas la faire. Cela me rassure un peu. Donc, une guerre menée par l'Europe contre la Russie n'aura pas lieu sans l'Amérique. Ce n'est pas efficace et nous n'y arriverons tout simplement pas. Et les Américains, l'administration américaine actuelle, ne veulent pas de guerre, et cela me rassure. Mais c'est la rhétorique en Europe qui m'inquiète. Donc tout ce qui se passe est vraiment du ressort de la Commission européenne. L'armement et la puissance militaire sont bénéfiques. Que nous rendions nos forces armées d'armées à la pointe de la technologie, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. L'autre chose, et ce deuxième pilier que nous avons toujours eu dans l'OTAN, le dialogue, la création de confiance, le désarmement, les mesures de confiance, c'est avec cela que nous devons commencer maintenant. Et c'était par exemple aussi cette impulsion, ce manifeste, qui a été tellement critiqué. Il faudrait vraiment réfléchir à ce que l'on fait et à ce que l'on provoque. Général Pfad, merci infiniment pour ces excellentes impulsions. Je pourrais vous écouter sans fin. Merci infiniment d'avancer en tant que bâtisseur de ponts, désireux d'apporter la paix. Et je pense que de très nombreux politiciens devraient prendre vos paroles à cœur. Une Allemagne et un monde plus paisible seraient possibles si nous agissions en ce sens. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, monsieur Azaoui. Sous-titrage ZDF 2020,